Bonjour, bon midi. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Héritage Montréal à cette table ronde, la table ronde numéro 2 sur le financement. On a 3 tables rondes. Hier, on traitait de planification, aujourd'hui de financement et demain, la thématique sera celle du développement en lien avec le projet du REM de l'Est. Alors, il s'agit d'emblée d'une activité qu'on souhaite plus ouverte vers une compréhension de ces grands enjeux qui sont un petit peu différents de la question plus technique ou plus polémique, disons, de la forme ou de l'esthétique du réseau de transport. Donc, ce n'est pas des tables rondes de position, c'est des tables rondes d'éclairage. D'ailleurs, Héritage Montréal, en les organisant, a demandé à ce que des personnes plus neutres, des universitaires les animent. Et c'est un choix qu'on est très heureux d'avoir fait compte tenu de la complexité des enjeux. Alors, aujourd'hui, on abordera la question du financement. Je rappellerai hier une des questions qui a été soulevée lors de la table ronde sur la planification par M. Meloche, qui est professeur à l'École d'architecture du paysage et d'urbanisme, surtout à l'Université de Montréal, faculté d'aménagement, c'est est-ce qu'on en a, est-ce que ça vaut 7 milliards de dollars, voire 10? Enfin, ce sont des questions de valeur. Comment est-ce qu'on regarde les choses? On parle d'investissements très importants, donc on parle nécessairement de court, de moyen et de long terme. Il y a des dimensions complexes qui viennent du modèle de financement. Le transport collectif est un sujet en soi. Pour les usagers, c'est un peu complexe, mais pour les autorités publiques qui ont la charge de le planifier, de le livrer, il y a également des enjeux complexes de prélèvement de revenus et tout ça. Alors, on a aujourd'hui cette discussion qui s'ouvre. Elle sera animée par Richard Schirmur, qui est directeur de l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Richard, qui est urbaniste de formation, mais qui est également un géographe économique. Donc, la notion d'économie du territoire est aussi présente dans ses préoccupations. On le salue. La table ronde sera formée de M. Michel Beaulé, qui a également une origine dans la géographie économique, mais qui a longtemps travaillé auprès des ministères et des autorités du gouvernement du Québec, notamment le ministère des Affaires municipales et le ministère des Transports, sur les questions de planification et de services et de financement, puisque c'est de l'argent public dont il est question. Et sera suivi par Mme Chantal Deschamps, qu'on connaît bien comme mairesse de Repentigny. Elle est également membre du conseil de plusieurs institutions publiques, mais elle s'adresse à nous ici avec le point de vue d'une élue. On la remercie, on la salue parce qu'elle vient de recevoir un hommage pour son action. Enfin, tu vas nous expliquer ça, là. Mais ce n'est pas le sujet principal. Je tiens à dire, ça ne rentre pas dans les 7 minutes. Ça, c'est un extra. On rentre dans les hommages personnels. Mais Chantal Deschamps, nous avons longuement collaboré ensemble sur la question du plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui a été un grand gain il y a une dizaine d'années l'an prochain. Donc, une vision commune pour le territoire métropolitain, c'est un élément très important. Également, une personne avec qui on a eu cette réflexion, c'est Florence Jonca-Adenau, qui sera la 4e participante à cette table ronde. Florence Jonca, qui est à l'UQAM, qui a été vice-rectrice, mais qui est également, ces jours-ci, animatrice de toute la série Urba de conférences pour faire avancer la compréhension des enjeux et même les visions futures, et qui nous rappelait qu'elle avait une formation en sociologie conclue par un doctorat en économie. Donc, on sera également dans une nouvelle approche au financement, celle du territoire, mais celle des gens. Alors, je passe la parole sans plus tarder à Richard Schirmur, en vous souhaitant un bon succès, en vous remerciant de votre attention. Techniquement, on invite les personnes qui assistent à cette table ronde sur Zoom à inscrire leurs questions dans la case Q&R, Q&A
du Zoom afin qu'on puisse les transmettre au panel. On sait que des gens, des fois, on fait ça dans la boîte de discussion, mais ça n'a pas la même efficacité. On peut vous le dire. Petit conseil, QR, c'est beaucoup mieux pour l'occasion. Évidemment, en 1h15, on ne pourra pas tout répondre, mais on va essayer de faire. Je suis sûr que les panélistes se sont engagés à éclairer la question du mieux de leur connaissance et on les en remercie. Et le cas échéant, on pourra transmettre des questions supplémentaires à des personnes intéressées par le dossier. Merci bien. Richard, comme il disait, là, à toi Jean-Maurice, non à toi Richard. Salut. Bon, merci beaucoup Dinou. Bonjour et donc bienvenue à cette table ronde organisée par Héritage Montréal. Et le but aujourd'hui, c'est de démystifier un peu les rouages et les logiques sous-jacents à son financement. Donc c'est un sujet qui peut sembler aride, mais qui est particulièrement important pour savoir qui paye, combien on paye et quel impact ça aura sur le reste des réseaux, des municipalités et sur nous-mêmes. Donc, le panel se déroule comme suit. Chaque panéliste va commencer avec 7 ou 8 minutes où il ou elle pourra présenter en grande ligne leur approche et points de vue sur le financement du REM. Après cette vingtaine de minutes, on passera à une période de débat et de discussion entre les panélistes. J'aurai peut-être quelques questions à poser, mais les panélistes vont pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont chacun dit. Et dans la vingtaine de minutes de fin, eh bien, on passera aux questions qui ont été posées par le public. On espère pouvoir tous les couvrir, mais si on n'y arrive pas, ce qui est probable, eh bien, on va quand même faire parvenir les questions aux panélistes qui pourront y répondre un peu plus tard. Donc, sans plus tarder, on va commencer par Michel Bollet, qui sera suivi de Florence Joncas-Adenau et de Chantal Deschamps. Donc, Michel. Bonjour. Mon propos va être d'abord informatif. Par conséquent, nous allons afficher 4 diapos à l'écran pour illustrer le propos. En premier lieu, le financement du transport en commun au Québec, il est appuyé sur le principe bénéficiaire-payeur, en ce sens que l'utilisation est un des bénéfices pris en compte dans le financement. Le transport en commun génère des bénéfices indirects, comme l'atténuation de la congestion qui commande une contribution des automobilistes, ou encore le soutien aux activités économiques et sociales et la mise en valeur des territoires qui commande une contribution des gouvernements et des municipalités. Dans les résultats de 2019 pour la région de Montréal, on voit que les usagers contribuent 916 millions, soit environ 28 %, alors que les gouvernements contribuent 1,218 milliard et les municipalités 853 millions. Et j'attire l'attention sur le montant total de 3,205 milliards dans la région métropolitaine de Montréal en 2019. Les deux graphiques, les deux diapos suivantes, à titre de graphique, ce sont des graphiques tirés d'une contribution à l'Institut de recherche en économie contemporaine, une publication qui a eu lieu en mai ou juin dernier. Alors, l'illustration du financement de la construction du REM que vous avez à l'écran, OK, allons-y avec la construction, la réalisation. D'abord, en plein centre, au milieu, on voit que la Caisse de dépôt, par sa filiale infrastructure, s'est engagée à contribuer 2,952 milliards au capital action de la société qui sera propriétaire du REM, et des révisions subséquentes ont porté la contribution de la Caisse à un peu plus de 3,5 milliards. Le gouvernement du Canada a réalisé le nouveau pont Samuel de Champlain, dont 2 voies seront utilisées pour la circulation des trains du REM, ce qui représente 20 % probablement de la construction, du coût de construction du pont, soit 800 millions. La Banque de l'infrastructure du Canada prête pour 15 ans à la Caisse une somme de 1,283 milliards pour financer une partie. L'aéroport de Montréal prend la responsabilité de construire la station qui desservira l'aéroport et estime le coût de réalisation à 600 millions de dollars. La loi de Hydro-Québec a été modifiée pour
que Hydro puisse contribuer à l'électrification des transports et en conséquence, Hydro contribue 338 millions de dollars pour l'infrastructure électrique du REM. L'Autorité régionale de transport métropolitain sera propriétaire des équipements de perception à l'intérieur des stations du REM et va aussi contribuer à la réalisation d'accès piétonniers et cyclistes aux abords des stations pour un montant total de 90 millions. Le gouvernement du Québec contribue au total 2 462 millions sous forme de capital action, 1 283 millions dans la société qui sera propriétaire du REM, une compensation de 512 millions pour la captation de la plus-value foncière qui ne sera pas réalisée alors que c'était une source de financement convoitée par la Caisse. Le gouvernement finance la réalisation d'infrastructures complémentaires comme des 3 terminus, une gare de correspondance entre le train de Mascouche et le REM et quelques autres infrastructures pour un total de 392 millions. Le gouvernement aussi verse 275 millions pour diverses mesures d'atténuation pendant les travaux de construction puis des compensations. Enfin, les municipalités de l'île de Montréal ont dû investir pour la réfection de leurs infrastructures qui sont perturbées par l'arrivée du REM. Donc, pour un total d'un peu plus de 9 300 millions dans le REM proprement dit et les équipements connexes nécessaires à son bon fonctionnement. Maintenant, la diapositive suivante sur le financement de l'exploitation et de la gestion du REM de l'Ouest. Le tout débute, on voit au milieu de la diapositive que le REM va transmettre une facture de l'ordre de 438 millions de dollars par année provenant d'un tarif de 72 cents par passager kilomètre. À l'horizon de 2027, il y aurait quelque chose comme 609 millions de passagers, donc le montant de 438 millions. Pour payer cette facture, l'autorité régionale utilisera, on le voit en haut à droite, une part des recettes tarifaires provenant des usagers pour 128 millions de dollars. Les municipalités seraient mises à contribution pour 72 millions provenant d'une part de 30 millions qu'elle verse déjà pour les services qui seront remplacés par le REM et d'une facture additionnelle correspondant à 15% du coût additionnel lié au REM. Le gouvernement du Québec crée une subvention ad hoc spécifique pour le financement du REM qui correspond à 85% du coût additionnel lié au REM. Puis au total, ce serait quelque chose comme 238 millions selon la première estimation qui a été faite par l'autorité. Dans un circuit parallèle, on voit à la gauche du graphique la redevance de transport qui génère une vingtaine de millions de dollars par année et qui est perçue auprès des promoteurs immobiliers qui réalisent des travaux de construction dans des zones situées à proximité des stations du REM. Et donc, au total, le REM reçoit quelque chose comme 458 millions de dollars qu'il utilise pour payer la gestion, l'entretien, le rendement sur le capital investi. Et donc, les postes, on les voit au bas de l'écran, le remboursement du prêt qui a été consenti par la Banque de l'infrastructure du Canada pour environ 95 millions par an, le rendement sur le capital investi par la Caisse, dont la cible est de 8% par an, ça pourrait représenter 240 millions sur les 3 milliards environ d'investissement. Et ce serait ça le plus gros poste de dépenses pour le financement du REM. L'exploitation et l'entretien, donc ça c'est les salaires, les assurances, les fournitures, l'électricité. Et enfin, une réserve pour le maintien et le remplacement des actifs qui serait le montant résiduel. Enfin, la dernière diapositive qui est de mesurer dans son ensemble l'impact financier probable du REM de l'Ouest. On voit qu'avec les contributions des partenaires autres que la Caisse
qui ont financé la réalisation d'équipements vont devoir le financer sous forme d'emprunt remboursé sur une période de 20-25 ans qui leur coûterait plus de 200 millions par année, ce qui porte la facture totale à plus de ou environ 650 millions de dollars par année et non pas seulement la facture directe de 438 millions. Et même cette facture de 438 millions pourrait être en pratique plus élevée que ça. En effet, le rapport annuel 2020 de l'autorité fait une révision à l'effet que ça pourrait même être 174 millions et non pas 438 millions. Et M. Charneux, je conclue là-dessus et je vous rends la parole. Écoutez, merci beaucoup pour cette exposition très claire qui, en fait, amène beaucoup de questions que je ne vais pas poser tout de suite. Je passerai donc la parole à Florence Yonca-Andeno. Alors bonjour, dans la foulée de ce que Michel Bollet vient de présenter, pour répondre aux questions posées au panel, je vais tenter avec 5 messages de me concentrer. Message 1, les revenus de la taxe sur l'essence sont en décroissance. Or, ils représentent la principale source de financement des transports routiers et collectifs au Québec. Ça impacte le FOR au Québec et puis le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence à Ottawa. Pour trouver des solutions, le chantier sur le financement depuis 2019 travaille dans le cadre de la politique de mobilité durable pour essayer d'identifier des solutions. Mais il n'y a pas encore de résultats. Or, on vient de voir que 43% des 3,2 milliards que coûtent dans la région de Montréal les transports collectifs sont payés par les automobilistes et les gouvernements. Donc, principalement, la taxe sur l'essence qui est en décroissance. Les autres sources, c'est les villes et les usagers. En l'absence de nouvelles sources de financement, qui va payer pour les nouveaux projets de développement, d'entretien, d'opération, du REM, mais aussi des autres projets? Message 2. L'arrivée du REM modifie les règles du jeu de la planification et du financement des transports collectifs dans la région de Montréal. Selon les ententes signées entre la Caisse de dépôt et le gouvernement du Québec, on assiste à une gouvernance séparée et la subordination de l'instance régionale qui est la RTM à la CDPQ Infra. On assiste à une planification des services de transport séparés et non une vision intégrée. On assiste à un financement du REM que la RTM doit prioriser par rapport aux autres sociétés de transport et établi contractuellement sur la base des passagers kilomètres et non de l'offre de service, avec des contrats presque à perpétuité, la possibilité de vendre le REM financé principalement par des fonds publics. On assiste à l'obligation de rabattement des usagers par les sociétés de transport sur le REM et l'interdiction de concurrence transport collectif dans les zones du REM. Évidemment, ces avantages ne s'appliquent pas aux autres sociétés de transport de la région de Montréal. Message 3. Le REM est un projet à objectif financier et non un projet à objectif de transport. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un projet de transport, ça vise à offrir des réponses, transport collectif, autres que l'auto-solo, aux besoins de déplacement des citoyens. Ça vise à optimiser, à intégrer les services offerts, diminuer les GES, améliorer la vie dans les quartiers, limiter la congestion urbaine, trouver des solutions au meilleur coût possible. Un projet de transport, ça s'appuie sur un plan d'aménagement. Ça renforce le développement économique d'une région. Une analyse coût-bénéfice permet de choisir les meilleures réponses de transport. Par contre, un projet financier de transport, ça définit les tracés et les services en fonction du maximum de revenus possible. La CTPQ Infra est honnête, elle annonce un objectif de 8% de rendement et elle a établi et négocié ses ententes financières et les tracés pour y parvenir. Dans son cas, elle fait une analyse de rentabilité. On n'a pas vu d'analyse coût-bénéfice dans le cas du REM de l'Ouest et on ne l'a pas vu non plus dans le cas du REM de l'Est. Message 4. Le REM de l'Ouest trace son sillon en prévision des autres projets de REM dans la région métropolitaine. Au départ, il fallait remplacer les 350 autobus du pont Champlain par l'équivalent, un SLR ou l'équivalent. Assez rapidement, on a vu que pour améliorer la rentabilité du projet, la Caisse de dépôt a obtenu du gouvernement qu'on démolisse la ligne de train de montagne pour y mettre un REM,
que le tunnel lui soit exclusif sous la montagne, cassant les reins du train de Mascouche, plus une desserte vers l'ouest compétitionnant le train de Vaudreuil. Le projet de développer montre peu de sensibilité à ce qu'on appelle les conditions urbaines et patrimoniales, comme en témoigne la traversée du canal Lachine ou la plantation du poteau de béton jusque dans l'ouest de l'île. Le coût de construction qui a été présenté à 5,5 milliards de dollars au début. On vient de voir avec la citate de Michel qu'il est maintenant rendu à 9,3 milliards, incluant les coûts non pris en compte et les déplacements. Le coût d'opération, financé à 72 cents le passager kilomètre, encourage à faire beaucoup de kilomètres, alors qu'un financement selon l'offre de service aurait incité à améliorer, adapter et accroître les services. J'ai fait un rapide calcul. Selon le coût pour la région métropolitaine qu'on vient de voir et les prévisions d'achalandage. Le REM de l'Ouest va coûter environ 14% du budget total transport collectif de la région pour seulement 7% de déplacements de transport collectif. Et cela va s'aggraver avec les prévisions pour le REM de l'Est. Message 5. Le REM de l'Est, un projet coûteux dont les tracés cannibalisent les réseaux de transport existants, métro, bus, train. Vous avez une carte qui est extraite du site web de la CDPQ Infra. Alors, en principe, il est censé desservir l'est de Montréal. Or, vous voyez qu'à l'est de la station de métro Honoré-Beaugrand, il y a à peine 4 stations pour couvrir 12 km, alors que le long de la ligne verte, il y a 11 stations pour couvrir 12 km qui cannibalisent la ligne verte directement. C'est très payant pour la CDPQ Infra parce que ce sont des passagers kilomètres qui sont rentables et qui cannibalisent le métro. Si le projet était prévu comme un projet de transport, mais il s'arrêterait à Honoré-Beaugrand avec un transfert comme ça se fait dans toutes les régions du monde. Puis ça éviterait bien des discussions, bien des coûts, ça sauverait des coûts, ça concentrerait les efforts sur les moyens de mieux desservir l'Est. Maintenant, quand on regarde le tracé Lacordaire, il est en parallèle au SRB P9 qu'on ouvre en 2022, donc cannibalisation. Pourquoi ne pas l'éloigner, par exemple le long de l'Angelier, desservir le centre d'achat d'Anjou? Ces cannibalisations de bus, de métro, de train, selon les informations, représenteraient 70% de la clientèle du train de l'Est, ce qui va entraîner des baisses de revenus pour les sociétés de transport concernées et des coupures de services. Moi, j'appelle ça déshabiller Jacques pour habiller Paul à fort prix. Le train de l'Est, il traduit aussi une mauvaise compréhension des impacts financiers d'un métro extérieur et surélevé sur la trame urbaine. On parle beaucoup des rues Sherbrooke, René Lévesque, mais on pourrait parler d'Hochelaga, Maisonneuve, Mercier, découlant de toute une série de facteurs. Perte d'attractivité touristique, perte de la valeur des immeubles collés le long du tracé du REM, les ruptures au niveau du sol, la baisse de la qualité de vie des citoyens au moment où le renforcement de la vie de quartier est privilégié. J'arrive vers la fin de ma présentation en disant le coût de construction, il est prévu par le CDPQ, est de 10 milliards. Pas 7, 10 milliards. Mais pour couvrir quel coût? Qui va payer? Les coûts de réaménagement urbain sont-ils prévus comme ceux des villes et des propriétaires fonciers? Si on suit la tendance du REM de l'Ouest, faudra-t-il prévoir 15 ou 16 milliards pour offrir des services avec un achalandage beaucoup plus faible que celui de l'Ouest? On a vu que Michel a parlé de 609 millions de passagers kilomètres prévus pour l'Ouest, mais pour l'Est, c'est à peine 380 millions, et en plus, ils cannibalisent les autres sociétés de transport. Et les coûts d'opération, évidemment, qui vont être beaucoup plus élevés. Se retrouvera-t-on avec un financement par passager kilomètre, au lieu du 72 cents, plutôt le double? Et qu'est-ce qui va se passer avec les clauses de base, de non-concurrence et de rabattement obligatoire? Je vais faire une farce, mais faudra-t-il en arriver à fermer la ligne verte ou dire que la STM devra rabattre ses bus sur le REM plutôt que sur le métro? Donc, en conclusion, beaucoup de questions
pour lesquels on n'a pas de réponse. Et l'arrivée de la pandémie, la COVID, va faire probablement diminuer l'achalandage de l'ordre de 15% vers le centre-ville. Ce n'est pas pris en compte actuellement dans les prévisions. Merci beaucoup, Amilcar Adenau. Je suis sûr que Mme Deschamps a toutes les réponses, donc c'est à votre tour. Merci beaucoup, Richard. Moi, je veux saluer, bien sûr, les participants qui nous écoutent, mais aussi les panélistes, y compris Florence, qu'on vient d'entendre, Michel, et puis Dinou qui a pris la parole. Merci d'organiser cette table-là, parce que oui, ça pose beaucoup de questions. Moi, mais en fait, je prends la parole au nom des élus et de l'élu municipal que je suis et rappeler que oui, moi, je suis mairesse de la ville de Repentigny, préfet de la MRC de l'Assomption, représentante de la table des préfets Couronne-Nord. Là, je fais de la géographie, mais pour bien situer. Et nous, ben, en fait, quand on regarde la phase 2, en fait, le prolongement du REM de l'Est, alors, on salue peut-être l'originalité du projet. Oui, il faut que notre métropole soit au 21e siècle, mais quand même, il y a des principes qui nous sont chers. Alors, dans le domaine municipal, alors si on est ici réunis aujourd'hui à cette table ronde, c'est entre autres pour parler de planification et bien sûr l'impact du financement. Bien, en fait, moi, j'ai eu le plaisir de présider les audiences publiques pour le plan stratégique de développement parce qu'au-delà d'être les titres que j'ai nommés tantôt, je siège aussi, je fais partie des membres fondateurs de cette nouvelle bébite, en fait, qui est la RTM, une nouvelle instance naissante il y a 4 ans et qui avait la charge de produire un plan stratégique de développement. Et moi, je vous dirais que c'est ce que j'ai entendu, c'est une volonté unanime de 82 municipalités qui forment le territoire métropolitain, donc Couronne-Nord, je l'ai nommé tantôt Couronne-Sud, Laval, Montréal, Longueuil, pour n'oublier personne. Et cette volonté unanime, elle est enchâssée dans une vision globale et métropolitaine. Alors, vision globale, 30 ans, mais dans un plan d'action, 10 ans. Et bien sûr que tout ça, c'est quand on parle de transport collectif et de mobilité. Alors, on a affaire à quelque chose de vivant, donc qui est toujours en développement et puis qui peut être revu. Et moi, je dis que quand on parle de planification, alors, et là où on manque le bateau, à mon sens, c'est qu'on met de côté des ouvrages fondateurs, et je pense, et Dinou en a parlé tantôt, alors à la CMM, on a, dans le fond, en 2012, on a adopté un plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui n'est pas parfait, mais c'est quand même le premier. Alors, je pense d'une longue série qui suivra. Et il y a une valeur chère qui est inscrite, et ça vaut pour tout le monde, et ça s'appelle le polycentrisme. Et le polycentrisme, ça veut dire que quand on planifie du transport métropolitain, et c'est le cas du REM de l'Est, et tout autre projet, c'est que ce n'est pas juste pour un secteur, mais c'est pour desservir l'ensemble de la métropole. Alors, oui, il y a phase 1, il y a phase 2, mais ça s'inscrit dans une vision globale qui doit être métropolitaine. Et autrement, mais ça veut dire que quand on ne tient pas compte de cela, on vient, dans le fond, faire fausse route et on ne respecte pas, dans le fond, ce que j'ai entendu, moi, partout sur les lèvres de mes collègues, peu importe les secteurs, notamment sur la Couronne-Nord, c'est la question de l'équité qui n'est pas respectée. Et l'équité, ben, c'est en matière de planification. Alors, je peux vous donner un exemple. Le REM de l'Est, on a vu, Florence a fait une projection tantôt. Alors, l'image vaut 1000 mots. Bien, en fait, nous, la Couronne-Nord, via ma MRC, qui est la MRC de l'Assomption, et la ville de Repentigny, on est à moins de 800 mètres de la Couronne-Nord. Alors, pas de problème qu'on desserve l'Est et le Nord-Est dans une deuxième phase, mais pas de mots, comme on dirait, comme l'expression consacrée le dit, pas de son, pas d'image quant à la planification qui suivra. Alors qu'on est à 800 mètres de toucher le territoire de la Couronne-Nord.
Et la Couronne Nord a des besoins criants. On s'est fait entendre là-dessus. Et juste pour illustrer, puis je terminerai là-dessus, c'est le secteur de la CMM où la croissance démographique a le plus accru. Alors, sans jeu de mots, on est rendu à 660 000 habitants et on est au deuxième rang du développement économique comme croissance et force économique, tout de suite après Montréal. Et malheureusement, nous sommes les champions de l'auto-solo et de la congestion routière. Savez-vous pourquoi? Parce que les modes et la qualité et l'efficacité du service de transport n'est pas au rendez-vous. Et pour le moment, tout ce qu'on nous propose comme accès, donc l'équité dans l'accessibilité au transport et à ce nouveau mode qui est le REM, ben, c'est du rabattement. Alors, on ne parle même pas de l'avenir du train de l'Est, puis c'est pas vrai que les citoyens de la MRC, des Moulins et de l'Assomption vont se rendre en voiture ou en autobus jaune dans les stationnements de la gare de Mascouche, de Terrebonne ou de Repentigny, qui vont faire une station pour aller en train de l'Est pour aller prendre le REM. Ça ne fonctionnera pas. Donc, l'Est de Montréal va devenir un grand stationnement. Merci. Bon, eh bien, merci beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup d'idées et de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Mais je vais essayer de recentrer un peu la discussion sur le financement du REM de l'Est parce que M. Bollé a parlé en fait du financement, du modèle de financement du REM de l'Ouest. Florence a évoqué le financement du REM de l'Est, mais est-ce que, M. Bollé, vous avez quelques détails supplémentaires à nous fournir sur l'impact financier du REM de l'Est, plus précisément? On avait préparé un autre diapo pour illustrer le propos à cet effet. Donc, en fait, il n'y a pas d'affirmation qu'on puisse faire, sinon dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans un contexte où le montage financier n'est pas convenu, ni pour la réalisation, ni pour l'exploitation du REM de l'Est. Donc, parmi ces questions, le coût de réalisation de 10 milliards qui a été énoncé, comment sera-t-il réparti entre la Caisse, entre les gouvernements du Québec et du Canada? Est-ce qu'il y aura des montants à investir par d'autres partenaires dans des infrastructures complémentaires? Quelles seraient ces infrastructures complémentaires? Quel serait le coût d'exploitation annuel? Ça a été évalué à 125-130 millions pour le REM de l'Ouest, mais rien n'a été dit à propos du prolongement vers l'Est. Le rendement qui serait consenti à la Caisse comme avertisseur, est-ce que ça serait sous forme de capital-action à 6-8 % de rendement par année, ou est-ce que la Caisse serait plutôt à investir comme prêteur à des taux de 3-4 %? C'est du simple au double, ça fait une énorme différence. Quel serait le montant facturé par la Caisse à l'autorité régionale? Est-ce que ce serait sous forme de tarifs passagers-kilomètres encore ou sous une autre forme liée plutôt à l'offre de services? Quel serait le montant qui devrait être assumé par les municipalités? Puis enfin, la question qui résume tout ça, est-ce qu'une décision éclairée est possible sans avoir un début de réponse à ces questions? Moi, j'ai quelque chose. Bien, Mme Deschamps, est-ce qu'une réponse éclairée est possible? Oui, oui, oui. En fait, moi, je vais juste renchérir sur le drame. Parce que, dans le fond, quand on parle de cannibalisation, je pense que la ligne du train de Mascouche, qu'on appelle effectueusement le train de l'Est, c'est un bon exemple. Parce que la ligne de Mascouche, c'est 10 gares, dont 7 à Montréal et 3 sur la Couronne Nord. Je les ai nommées tantôt. Et la cannibalisation fait en sorte qu'avec la venue du REM de l'Est, là, que les municipalités, en fait, oui, ils paient pour l'exploitation avec la RTM, mais ils paient surtout pour le déficit alors de cette exploitation-là. On le sait, on n'a pas été chanceux là-dessus de la pandémie, mais outre cela, c'est qu'avec l'arrivée du REM phase 1, alors qui part de la rive sud et qui traverse jusque sur la Couronne Nord,
complètement à l'ouest du territoire. Alors, on sait qu'on n'a plus accès par la ligne de Mascouche au tunnel, au fameux tunnel, pour se rendre rapidement. Et je vous dirais que là, on se trouve devant un service qui était déjà moribond avant l'arrivée de la pandémie. Alors, comment voulez-vous que les municipalités expliquent à leurs citoyens qui vont avoir un déficit à payer d'une ligne qui finalement va être très désuète, puis qui va servir quoi? À faire du rabattement sur une station vers l'est de Montréal? Ça ne tient pas la route. Et quand on revient au principe d'équité, bien, équité en matière de financement, de planification et, je vous dirais, d'accessibilité au transport. Ça veut dire des modes et des services de qualité. Oui, alors, Mme Yucano, c'est vous qui avez soulevé l'idée de cannibalisation. Comment réagissez-vous? La cannibalisation, il faut la regarder dans un ensemble. Donc, un système de transport à l'échelle d'une région métropolitaine, on va essayer d'avoir des services complémentaires qui s'intègrent les uns aux autres et qui évitent de se cannibaliser. Pourquoi? Premièrement, parce que quand un nouveau service en cannibalise un autre, on annule financièrement, je dis bien financièrement, l'effet. Alors, on fait juste de déplacer et on investit, donc on a un coût additionnel d'investissement à amortir. Alors, ce qui est en train de se passer de façon, je pense, un peu malheureuse, c'est la boussole complète pour les services de transport collectif, pour l'ensemble de la région métropolitaine, accrochée à ce qu'on appelle la métropole polycentrique, avec des choix, non pas le choix de mode au départ, avec les choix de réponse les meilleurs possibles, au meilleur coût possible et au meilleur service possible. Et quand on prend cette approche-là, ça veut dire que ça prend un pilote, un seul pilote. Ce pilote, c'est la RTM. Dans une région métropolitaine, il y en a ailleurs. Et ça prend un pilote. Les coûts sont astronomiques quand on est dans les investissements d'infrastructures lourdes. Donc, il faut faire attention aux retombées, aux effets qu'il va y avoir. Dans le train de l'Est, ce n'est pas juste le coût de construction ou le coût d'opération, c'est aussi ce que induit la cannibalisation sur les pertes d'achalandage, les pertes de revenus. En fin de parcours, qui paye? C'est les villes, les usagers. Chantal a raison. Comment expliquer ça aux citoyens? Et donc, Michel, vous dans vos analyses, comment est-ce que vous tenez compte de cette cannibalisation ou est-ce que votre analyse est purement sur les coûts directs, je dirais? Mais dans la présentation que je viens de faire, ce n'est pas pris en compte parce que c'est uniquement la description du mode de financement. Mais si on veut illustrer les effets de financement croisé ou prenons l'utilisation d'une partie des revenus tarifaires, le 128 millions qui apparaissait dans le coin droit de la diapo. Bien, le REM de l'Ouest, les passagers ne généreront pas 128 millions de dollars, ça va peut-être être une trentaine de millions de dollars, 35 millions, ou mettons 40. Par conséquent, lorsque l'autorité prend 128 millions de recettes tarifaires pour payer une partie de la facture, elle ira chercher 80 ou 90 millions de recettes tarifaires qui sont présentement allouées au métro ou au réseau d'autobus et augmenter d'autant les déficits de ces modes qui vont devoir être assumés par les villes. Par conséquent, il y a des effets de vase communicants qui s'ajoutent à l'effet même de cannibalisation. Moi, je pourrais... Oui, Mme Deschamps. Oui, en fait, un exemple concret, moi qui siège à la RTM, le budget 2021, c'est 3 400 000 $ qui se répartit à peu près comme suit, c'est-à-dire le 2 tiers va dans l'exploitation et le tiers dans l'immobilisation.
Et pour financer cela, c'est sûr qu'on a de l'aide du gouvernement, mais il n'y a pas de planification et de pacte fiscal à long terme. Ça veut dire année après année, je vous dirais qu'on est devenu, puis je veux dire, pour faire rire les gens qui nous écoutent, des quêteux professionnels. Donc, les élus municipaux, ils sont bien habitués à cela. Mais quand même, se retrouver dans une nouvelle instance de gouvernance et sans savoir ce qui nous tend au bout du nez en matière de comment est-ce qu'on va pouvoir financer les projets qui ont fait l'unanimité dans un plan. Alors, ça aussi, je sais que du temps que Florence était à l'AMT, vous aviez fait un exercice de planification métropolitaine. Et là, ben, en fait, avec les moyens qu'on a, on a voulu le voir dans un horizon 30 ans, mais bien sûr, avec un plan d'action 10 ans. Comment voulez-vous qu'on soit capable, à l'échelle métropolitaine, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser tous ces projets-là dans une vision globale et métropolitaine si on ne sait pas déjà de quoi nous disposons? Alors, c'est un peu, dans le fond, je vous dirais, c'est poser la question à l'envers. On fait les choses actuellement qui sont à l'envers. Mais, je veux dire, dans le fond, la RTM, l'autorité, avait le mandat de réaliser cette planification stratégique-là. Alors moi, j'ai peur du piège qui nous est tendu à tout le monde à l'échelle métropolitaine, de se retrouver à prioriser avant même de savoir de combien on va disposer et comment on va financer le transport à l'échelle métropolitaine. Et c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a une notion, mon cher M. Michel, qui vous est chère, qui est le bénéficiaire payeur. Moi, tantôt, j'aimerais bien ça vous entendre parler de cela, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un pacte fiscal, mais sur, je vous dirais, un horizon 10 ans, au moins pour couvrir le plan d'action 10 ans, on ne pourra pas, les municipalités et toutes les instances, avec la meilleure volonté du monde, y arriver. Pourquoi? Parce que ça va être à la miette. On va être toujours en train de quêter de gouvernement en gouvernement, de ministère en ministère. Et qui devrait participer à ce pacte fiscal-là? Bien sûr, on a un nouveau gouvernement au fédéral. Alors, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et bien sûr les municipalités, la RTM comme gouvernance. Et oui, Florence l'a nommé tantôt, je pense qu'il y a un éléphant dans la boutique, hein? Alors, la CDPQ qui vient brouiller toutes les cartes et qui a des ententes avec le ministère des Transports et qui subitement remet ses dossiers à la RTM pour qu'elle puisse le réaliser, ben, je vous dirais que l'autorité a de la difficulté à devenir autoritaire. Bon, alors des réactions? Sur l'utilisateur payeur, M. Bollé, vous avez été interpellé là-dessus. C'est-à-dire c'est plutôt bénéficiaire payeur que si c'était utilisateur payeur, nous serions dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher en matière de transport en commun, n'est-ce pas? Et dans ce qu'on a vu à la première diapositive, c'est que les passagers contribuent pour environ 28-29% au financement du transport collectif. Et par conséquent, on est à plus de 70% couverts par d'autres bénéficiaires indirects par l'entremise des gouvernements ou directement dans le cas des automobilistes. Mais comment ça pourra se développer? Il y a l'appel à un pacte fiscal dont vient de parler Mme Deschamps. C'est une démarche qui a été entreprise par l'autorité et par la communauté métropolitaine. Comment le gouvernement du Québec va-t-il y répondre? Ça fait un moment que la question est posée, parce que souvenons-nous, c'est il y a 3 ans environ, ou même 4 ans, que le gouvernement a lancé sa politique québécoise de mobilité durable, mis sur pied un chantier sur le financement de la mobilité. Ce chantier a travaillé pendant un certain nombre de mois
et on n'a pas de résultat encore de la réflexion du gouvernement à ce propos. Et si je me mets dans mon ancienne peau de fonctionnaire gouvernemental, mais je vois aussi arriver des factures imputables à la COVID de toute nature dans les services de santé, dans la protection de la jeunesse, etc. Alors, oui, on doit se donner une perspective à moyen terme sur 5-10 ans, comme l'évoque Chantal Deschamps, mais ça va être, ça s'annonce difficile comme arbitrage. Okay. Là, avant de passer aux questions du public, j'ai moi-même deux questions sur le financement, un peu plus général peut-être. Le premier, c'est ce fameux, alors je sais qu'on parle du REM de l'Ouest, mais ça pourrait être celui du REM de l'Est, ce fameux rendement de 8% qui semble, si j'ai bien compris, être garanti pour au moins 99 ans. Est-ce que c'est habituel d'avoir un rendement si élevé sur une si longue période pour des investissements qui vont être amortis peut-être sur 30 ans? Et la deuxième chose qui m'a interpellé en regardant un peu les détails du financement, c'est que la CDPQ Infra, au bout de 5 ans, peut vendre. Et donc, est-ce que ça veut dire que le REM deviendra juste un instrument financier qui va être coté en bourse ou qu'est-ce que cela implique? Sur la première question, sur le rendement de 8%, c'est l'objectif de la Caisse et comme caisse de retraite, son devoir, sa mission est justement de générer des rendements. Donc, de ce point de vue, la Caisse s'acquitte de sa mission. La véritable question à ce moment-là, puis c'est celle que vous posez, c'est est-ce que c'est habituel? Mais dans le transport en commun, la réponse est carrément non. C'est un arrangement tout à fait nouveau et qui est venu à l'initiative de la Caisse où le président a rencontré le ministre des Transports en lui disant « Je suis un investisseur dans le transport collectif à Vancouver, dans un réseau de transport collectif. Pourquoi je ne le ferais pas au Québec avec des capitaux québécois? » Alors, la réponse du gouvernement a été oui, et la Caisse a obtenu un rendement à l'avenant, puis elle assume les risques de dépassement des coûts dans ce projet, et plus le risque assumé est important, plus le rendement doit être généreux. Donc, du point de vue d'investissement des capitaux, ça va. Mais la Caisse, on pourrait tout aussi bien être, que ce soit un investissement de la Société de transport de Montréal, par exemple, et que l'on emprunte auprès de la Caisse, et au lieu de lui donner 8% parce qu'elle assume tous les risques, bien, elle agit comme prêteur, donc on lui consent un rendement de 3 ou 4%. Oui, mais et c'est justement de là où je voulais en venir, c'est que comme, si j'ai bien compris, le rendement de 8% est garanti sur une très longue période, financièrement, ça a moins de sens que si le rendement était garanti sur 30 ou 40 ans. Ça, c'est une question drôlement pertinente, en effet, et d'autant qu'on a une génération qui engage les deux autres générations qui suivent dans le financement d'un rendement sur le capital investi par la Caisse. Que fera la CDPQ avec cet investissement? Est-ce qu'elle le vendra ou est-ce qu'elle le conservera? On peut spéculer, mais j'ai comme l'impression que si elle trouve le rendement intéressant, elle va peut-être choisir de le conserver sur les 99 ans plutôt que de le vendre. Mm-hmm. Alors, rapidement sur ces questions, avant de passer aux questions qui ont été posées par ailleurs. Oui, alors, je voudrais peut-être juste préciser que cette négociation-là et cette entente pour établir le pourcentage de rendement de la Caisse a été fait par le gouvernement du Québec et non pas par l'autorité, parce que l'autorité, là encore, en plaisantant, n'a pas pu exercer son autorité. C'est que nous, on hérite, hein? Alors on devient un peu comme le fiduciaire. Le projet du REM est déposé. Quand je dis nous, c'est comme membre du conseil d'administration de l'ARPM. Donc, on se retrouve à réaliser puis accompagner un projet.
Mais je vous dirais qu'on n'a pas décidé grand-chose là-dedans, ni des tracés d'ailleurs. Je referme la parenthèse, puis j'ai envie de vous souffler, Richard, 2 questions, parce qu'on va passer la parole au public. Et quand on parle de financement, alors tantôt, Michel a établi, Florence aussi, là, quelles étaient, dans le fond, les fourchettes qui payent, puis à quel pourcentage. Mais ça serait intéressant d'entendre qui devrait, selon nos participants, contribuer au transport, puis à cette vision globale, parce que c'est sûr, quand on a des projets, des modes structurants, il y a l'an 1, il y a l'an 2, il y a l'an 3, mais vous voyez que ça s'étale dans le temps. Et comment ça doit se faire? Est-ce que c'est juste à l'échelle de la métropole? Est-ce que ça doit aller au-delà des frontières du Grand Montréal? Est-ce que c'est une question nationale? Est-ce que c'est, dans le fond, bénéficiaire-payeur? Alors, ça, j'ai bien hâte parce que, comme à la tête de gouvernement de proximité, qui est une municipalité, ça, c'est toujours intéressant. Puis des fois, on a d'excellentes suggestions. Bon, alors, Florence, rapidement, et ensuite, on passera aux questions, et peut-être que je reviendrai là-dessus aussi. Oui, oui. Non, je voulais simplement rajouter, Michel Bollé a très bien expliqué l'impact, les possibilités de rendement de 8%, ce que ça signifie, mais je veux revenir sur la vente au bout de 5 ans, parce que cette hypothèse, elle est toujours possible. C'est vrai. Elle n'est peut-être pas intéressante à court terme, mais elle est toujours possible. Et ça serait quand même cocasse de voir la Caisse vendre au bout de 5 ans un équipement, quand on regarde bien les chiffres, qui est financé finalement au complet par les fonds publics. Parce que le gouvernement du Québec, via les contributions au fonctionnement, va rembourser au total l'investissement de la Caisse. Donc, au bout de 5 ans, on vend privé, une infrastructure entièrement payée par des fonds publics, et le gouvernement a juste la possibilité de le racheter à sa juste valeur marchande. C'est du jamais vu. En matière de transport collectif, j'ai jamais vu ça. Bon, alors, on pourrait discuter longuement là-dessus. Effectivement, c'est une question très importante et voire même fondamentale, parce qu'il s'agit quand même de l'infrastructure que les Québécois ont l'impression que ça va être la propriété de leur caisse de dépôt, et quand même, c'est leur fonds de pension, mais on apprend que ça peut être vendu. Bon, mais on va peut-être laisser ça pour maintenant donner la parole à notre public. Et donc, je passe un peu en revue les questions. Il y a une question sur, selon la personne qui pose la question, en 2018, le porte-parole de la CDPQ, Jean-François Lacroix, disait qu'il n'avait pas inclus les passagers prévus dans les TOD autour des stations du REM pour établir de 72 cents par passager kilomètre pour obtenir les 8%. Est-ce qu'il est normal, dans des projets comme ça, de ne pas inclure le potentiel, par exemple, de développement autour des gares? Alors, je ne sais pas à qui poser la question. En fait, moi, je peux vous dire que oui, je vais répondre. Alors, c'est sûr que c'est une première, là. Alors, là, je ne peux pas répondre exactement à la question, mais c'est une première pour les municipalités. Alors, de se retrouver avec, dans le fond, des redevances à partir du moment où on a un TOD. Alors, et comme ça n'arrive pas chez moi, je ne peux pas vous donner l'exemple concret de la ville de Repentigny. Mais est-ce que je pourrais, Monsieur Richard, relancer Michel Bollé sur le parallèle à faire avec le REM à Vancouver qui a été pour une première fois. Comment ça s'est financé, cette affaire-là? Rapidement, on a quelques questions quand même du public, mais si vous pouvez répondre rapidement, M. Bollé, à ça. Il y a eu un appel de proposition et il y avait 2 consortiums qui avaient soumissionné. Et la façon dont ça a été financé pour les dépenses d'immobilisation, le consortium a payé 35% du coût d'immobilisation
et les pouvoirs publics comme le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et l'aéroport de Vancouver ont payé 65% du coût d'immobilisation. Puis pour ce qui est du coût d'exploitation, et la récupération de cette participation du consortium dans le coût de construction, c'est un montant annuel prédéterminé qui était un des résultats de la soumission faite par les membres du consortium. Et au bout de 35 ans, l'équipement appartient en totalité à l'Autorité des transports en commun de Vancouver. Donc, il n'y a pas de propriété privée dans ce cas. D'ailleurs, ça m'amène une question qui est posée par le public, une question simple, mais je pense très pertinente. C'est, y a-t-il des modèles financiers qui ont connu du succès ailleurs dans le monde pour ce type d'infrastructure? Le modèle le plus courant, c'est celui de participation, de prise en charge par les pouvoirs publics. Puis avec appel de proposition, il y en a d'autres ailleurs au Canada où on fait appel à des consortiums. Puis on a un exemple juste à côté de nous avec la Ville de Québec pour son tramway où il y a en cours de... ils ont eu une présélection de consortiums, de 2 consortiums qui seraient prêts à soumettre des propositions pour la réalisation. Alors, il y a une remarque qui est faite à propos de l'ARTM, et je me fais juste le porte-parole. J'aimerais bien entendre la réaction de Florence et de Chantal là-dessus. La remarque est la suivante, c'est le plan d'action stratégique de l'ARTM était pratiquement muet sur tout ce qui concerne l'Est de l'île. Il était évident que l'ARTM avait été écartée du processus de planification. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, que l'ARTM a été écartée parce qu'il n'avait pas de plan pour l'Est de l'île? Moi, je ne fais que transmettre la remarque. Quelles sont vos réactions? En fait, je vais laisser parler Florence, puis après, je prendrai le relais. De mémoire, dans le plan stratégique de l'ARTM, il y avait des axes de développement à travailler pour le futur. Une liste d'axes de développement. De mémoire, il y avait l'axe de développement de l'Est à travailler. Mais il n'y avait pas dans le plan stratégique la réponse que c'était on fait un REM avec un tracé. Il faut se rappeler là, que le plan stratégique, il était en consultation à la fin 2020. Non, 20... En janvier 21. En janvier 21. Et l'annonce du REM de l'Est, la conférence de presse, c'était le 15 décembre 2020. Donc, complètement en dehors du plan stratégique qui, lui, disait oui, il faut faire quelque chose pour l'Est, mais il faut le trouver. Et on revient toujours avec les fameuses analyses coûts-bénéfices où on essaie d'intégrer les solutions possibles, on les compare et puis on choisit quelle est la meilleure solution. C'est comme ça qu'on fait de la planification des transports. Donc, c'est normal que dans le plan stratégique de l'ARTM, il n'y ait pas eu, ben là, on a déjà décidé le mode qui serait un métro aérien avec des tracés. Mais c'est arrivé par-dessus, c'est arrivé imposé, si on peut parler comme ça. Je ne pense pas que l'ARTM était... Moi, ça. Chantal le sait peut-être mieux. Ben, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est ni les municipalités, puis là, je suis vraiment bien au fait de ce dossier-là, notamment de la Couronne-Nord. Et l'ARTM, ben, vous pourrez communiquer avec les autorités de l'ARTM, mais ils vous diront qu'à part d'avoir été sollicités pour compléter des chiffres, des analyses, ils n'ont vraiment pas été sollicités pour la planification du REM. Et nous, vous comprendrez que les élus, quand on apprend qu'il y a une annonce sur le prolongement vers l'Est et qu'on a, notamment la Couronne-Nord, des besoins criants et qu'on nous dit,
et pour avoir rencontré à 2 reprises la Caisse de dépôt avec mes collègues de la Couronne-Nord et se faire dire, bien, ce qui est prévu pour vous, là, ça sera du rabattement. Puis moi, bien, juste pour faire image, je dis, ben oui, en autobus jaune. C'est ça, c'est vraiment attractif pour les citoyens de la Couronne-Nord. Donc, vous voyez un peu l'inéquité et c'est pas ça qui va décongestionner nos réseaux routiers, la 15, la 640, la 40, dès 5 heures le matin, là. Alors, justement, une autre question qui est posée, qui est en rapport à ça et qui semble exprimer un désarroi, une incompréhension, c'est celle de comment se fait-il que la RTM n'ait pas été consultée. Vous décrivez un état de fait, mais comment ça se fait? Ben, en fait, je l'ai exprimé tantôt, c'est qu'il y a la RTM, elle a le pouvoir, elle a été instituée en juin 2017. C'est une organisation naissante et qui vient de la volonté de toute la métropole, donc des 82 municipalités, là, souvenons-nous. Alors, il y a eu, dans le fond, c'était le ministre Poetti qui était là à l'époque, et ça a été la création de cette nouvelle instance avec une réelle représentation des 5 secteurs au niveau des élus. Alors là, on est en face d'un modèle hybride, alors à la fois des représentants du gouvernement, donc de l'État, mais aussi du milieu municipal qui participent largement au financement puis aux immobilisations et surtout à l'exploitation. Et la RTM, ben, de par son mandat, s'est vue confier la planification et, le financement. Mais une fois que ça s'instaure et qui travaille en collaboration avec les OPTC, pensons à EXO ou à tous les autres grandes sociétés et autres partenaires, dont la CMM. Mais que voulez-vous, la CDPQ a pris une entente avec le gouvernement et c'est devenu l'éléphant dans la pièce. Alors, qui, dans le fond, n'a pas de compte à rendre à l'autorité, et ce n'est pas dans les cartons de l'autorité ni dans sa juridiction, mais rend davantage ses comptes au gouvernement, c'est-à-dire avec le ministère des Transports. Alors, comment voulez-vous, quand tantôt Florence a parlé de problèmes graves de gouvernance, ben c'est ça. Tant qu'on n'aura pas défini les rôles de chacun, d'ailleurs, dans la consultation publique qui s'est faite pour le PSD là, en janvier dernier, ça a été, je vous dirais, sur les lèvres de plusieurs. On parlait plutôt, ou on a entendu peut-être hier, là, le professeur Meloche, ben lui, c'en est un qui a adressé cette question-là sur comment voulez-vous que la RTM puisse remplir son mandat quand les définitions des autres partenaires ne sont pas à ce point définies. Alors, que le ministère et le gouvernement aient son mot à dire dans la planification de la RTM, c'est une chose. Mais que la CDPQ arrive avec des projets, alors c'est un tiers qui traite avec le gouvernement et qui en impose à la RTM, puis c'est le conseil d'administration de la RTM qui se retrouve avec ça. Alors, je ne sais pas, là, mais dans une entreprise privée, là, ça ne fonctionnerait pas. Alors, dans le public, je ne vois pas pourquoi ça aurait plus sa place. Professeur Charmur, si je peux ajouter un élément d'information à ce propos, c'est que le gouvernement, je pourrais dire, souffle d'un dédoublement de personnalité. Au même moment où il concevait la loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain pour avoir une perspective d'ensemble de la planification et de la gestion des systèmes de transport collectif dans la région de Montréal. Et le gouvernement se donnait à lui-même, dans la loi sur les transports, le pouvoir de définir des besoins en transport collectif, de demander à la Caisse de lui soumettre des options pour répondre à cette définition des besoins et de confier à la Caisse le mandat de réaliser les infrastructures, de fournir les services qui répondent aux besoins identifiés par le gouvernement. Donc, au moment où le gouvernement créait l'instance autorité régionale, il se donnait à lui-même le pouvoir de faire à peu près la même chose. Et en plus, dans les modifications législatives,
on donne à la caisse ou les services organisés, construits par la caisse, on leur donne prépondérance sur ceux des sociétés de transport en disant que les sociétés de transport doivent faire de rabattement vers le REM pour en assurer la rentabilité. Donc, ce que vient d'écrire Mme Deschamps, vous comprenez un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. Bon. Alors, j'ai une dernière question du public et ensuite il va falloir qu'on close ce panel fort intéressant qui, à mon avis, pourrait durer encore bien longtemps. C'est une question, en fait, la personne qui pose la question nous rappelle que les modes de transport ont évolué énormément sur le dernier siècle et ensuite se dit, ben là, on a un mode de financement basé sur des prévisions sur 99 ou même sur 198 ans si l'entente est renouvelée. Donc, comment peut-on planifier financièrement dans un monde qui évolue aussi rapidement, sur un siècle ou deux, alors qu'on sait que sur 30 ans, les choses vont beaucoup changer? Ouais. Alors, Florence. Alors, on ne le peut pas. On ne le peut pas. Il faudrait déjà avoir une boule de cristal qui permette de dire c'est quoi le moteur là, pour les déplacements, hein? C'est le type de ville qu'on veut habiter, c'est les plans d'aménagement, c'est la métropole polycentrique, c'est la localisation des emplois, des résidents, etc., etc. Il faudrait déjà être capable de faire ça pour planifier les transports. Donc, on va se dire que ce n'est pas tout à fait facile à faire. Il faut planifier la démographie aussi, les impacts démographiques. Donc, on ne peut pas planifier sur 99 ans. Cependant, surtout qu'en plus, on a vu avec l'arrivée de la COVID qu'on va avoir des bouleversements dans les types de déplacements, dans l'organisation du travail, qui vont avoir des incidences sur l'usage des différents modes de transport. Moi, j'inviterais à la prudence en ce moment. On n'est pas là. Avant de se lancer trop loin, là. Et là, le pire, c'est de choisir un mode avant d'avoir défini les besoins. Moi, je me suis toujours battue contre cette approche. C'est séduisant parce que tout le monde veut s'accrocher à un mode. Mais ce n'est pas la bonne approche. Il faut bien comprendre les besoins, il faut bien les identifier et trouver les meilleures solutions possibles. Et on touche à l'aménagement, puis on touche à la mobilité en même temps. Bon. 99 ans, qu'est-ce qu'il peut dire comment... Oui, c'est long. Ce qui va se passer, c'est un peu long, là. Bon, écoutez, je vous invite tous maintenant, là sur mon écran, je vais de Michel à Chantal à Florence, de donner un petit mot de la fin pour clore ça. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tient absolument à cœur que vous n'avez pas pu dire, ou juste pour terminer cette discussion et de le ramener, vraiment, on se rappelle qu'on parlait du financement du REM et d'essayer de conclure là-dessus avant que je redonne la parole à Dinou. Donc, Michel, pour un mot de la fin. Le seul commentaire que je reprendrai, c'est que un des principaux coûts, ce sera le rendement du capital investi par la Caisse, de l'ordre de peut-être 200, 240, 250 millions par an, et que dans la facture, ça va être un des principaux postes de cette facture. Madame Deschamps, merci. Madame Deschamps? Oui, ben en fait, vivement un pacte fiscal qui assure la pérennité du financement en transport pour savoir où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour desservir dans une vision globale et métropolitaine. D'accord, merci. Et Florence? Et dans une vision globale et métropolitaine, ça serait peut-être sage de voir s'implanter le REM de l'Ouest au complet, avec toutes ces incidences autant urbanistiques que financières, que de gouvernance, que d'impact sur les réseaux, avant de se lancer dans un autre projet vers l'Est ou sur la rive sud. Ben écoutez, merci beaucoup pour ce panel que j'ai trouvé fascinant. J'aurais eu moi-même plein de questions à vous poser, mais ce n'était pas mon rôle. Je devais animer les questions des autres, donc on va laisser ça là. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vais rendre la parole à Dinou Boumbarou pour un mot de la fin. Oui, bonjour. Merci Richard d'avoir animé cette table. Merci Florence Joncadano, Chantal Deschamps et Michel Beaulieu pour vos contributions. Merci également aux nombreux participants, participantes qui ont
fait part de leurs questions. On est sensible au fait que toutes n'ont pu être répondues parce que ce ne sont pas des questions on répond par oui ou par non. Là, clairement, il y a beaucoup de dimensions. On parle de financement, mais on se rappellera, les historiennes nous rappelleront que l'enjeu du financement des routes, ça a été souvent une des sources de la démocratie moderne. Hein. On a changé des régimes autoritaires par des régimes un peu plus démocratiques où les instances à différents niveaux étaient appelées à contribuer pas juste de leur poche, mais surtout de leur intelligence sur court, moyen et long terme. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. Moi, personnellement, je retiens aussi cette notion d'une lecture plus globale de ce qu'on appelle le financement. Ce n'est pas juste le ticket de métro, pas juste la facture annuelle. Il y a beaucoup de dimensions. Les analyses de Michel Beaulieu, mais également les autres contributions de la table ronde ont mis en évidence et certains commentaires, là, je pense à celui d'André Lavallée notamment, qui rappelle que ce n'est pas un projet qui se chiffre uniquement dans une ligne d'un tableau Excel de facturation. Là, il y a beaucoup d'intrants. Et effectivement, de se poser la question de quelle est la facture globale nous aidera à comprendre quel est le bénéfice de ça. Hier, à la table ronde sur la planification, on évoquait la notion de coût-bénéfice, mais également de co-bénéfice. Parce que souvent, un projet peut avoir des répercussions à d'autres niveaux. Et je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est un projet qui a une visée sur l'avenir qui n'est pas toujours 100% prévisible. Des fois, il faut faire des choix, des actes, des professions de foi là, dans l'avenir, d'une certaine façon, et poser des gestes visionnaires. Mais à quel coût? Est-ce que c'est vraiment profitable? On en a connu des projets visionnaires qui se sont cassés la figure tout simplement parce qu'on n'avait pas pensé à cette responsabilité sur l'avenir. Et en dernier lieu, moi, une chose qui me vient à l'esprit, ça ressort de plusieurs des interventions et des commentaires questions du public, c'est la notion d'un projet public qui devient un produit financier. Et ça, je pense qu'il faudra se poser des questions sur la façon dont on finance nos projets, puisque d'une certaine façon, on est en train de structurer l'espace des quartiers, des communautés de demain, les milieux de vie, et des fois, on oublie que les marchés des produits financiers n'ont pas toujours ce genre de considération qu'ils traitent peut-être comme de la poésie, la dimension trop humaine. Hein. On a des débats à toutes sortes de niveaux qui se traduisent comme ça. On ne voudrait pas voir notre réseau de transport public contaminé de la sorte. Et on se rappellera que le métro de Montréal, c'est quand même un projet de la Révolution tranquille, porté avec une capacité, mais ce n'est pas le seul. Il ne faut pas résumer cette capacité seulement au métro de Montréal, mais est-ce qu'on peut se donner des chances de faire des projets du 21e siècle aussi? Je pense que oui, mais il ne faut pas qu'on handicape le 22e qui suivra après. Alors, on vous remercie. Je vous remercie à nouveau. On va peut-être mettre un terme à cette table ronde, mais on vous invite demain à la même heure, comme il disait à la radio, même heure, même poste, pour la table ronde qui portera sur le développement. Donc, on voudra apporter plusieurs facettes à cette phrase. Le développement, est-ce que c'est le développement immobilier? Est-ce que c'est le développement social, le développement culturel? Comme on peut se poser les mêmes adjectifs peuvent apparaître dans une discussion sur le financement. Est-ce qu'on a un financement, comment est-ce qu'on finance, on soutient des programmes d'habitation, des programmes, pas juste des redevances, mais on a des mesures compensatoires pour éviter la gentrification, des choses comme ça. Finalement, c'est des projets qui ont beaucoup de facettes. Alors, on vous invite, on aura cet échange demain, même heure, même poste. Inscrivez-vous sur Zoom, ou vous pouvez le suivre sur Facebook également, comme ça s'est fait aujourd'hui. Et sur ce, je vais vous remercier et je vais saluer tout le monde en vous souhaitant une bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bon équinoxe.